Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le conflit social à la Poste Martinique continue de s'étendre. La proposition de loi reconnaissant la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone a été définitivement adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale hier, mardi 2 juin. Plus de 3 mois après le début de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, le détroit d'Ormuz reste fermé. Dans votre avis compte, êtes-vous content ou contente de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient, une fois de plus, champion d'Europe? Vos réactions dans un instant. Et le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Enfin nous révéler à nous-mêmes ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Nous serions tous différents si nous avions le courage d'être ce que nous sommes. Santé, l'acide citrique du citron aide à empêcher la création de calculs rénaux. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est actuellement moyenne. Il en sera probablement de même demain. La Martinique demeure placée en situation d'alerte sécheresse face à un déficit pluviométrique persistant. La préfecture invite particuliers, entreprises et collectivités à réduire leur consommation d'eau afin de préserver les ressources disponibles. À la cour d'assises de Fort-de-France, le procès d'une mère de famille de 34 ans se poursuit cette semaine pour une tentative d'infanticide commise en novembre 2022 dans le quartier d'Illon. L'accusé est jugé pour avoir grièvement blessé avec un couteau ses 3 jeunes enfants ainsi que 2 voisines venues leur porter secours. Ses avocats plaident l'irresponsabilité liée à une maladie psychique. Le verdict est attendu jeudi. Le conflit social à la Poste Martinique continue de s'étendre. Après plusieurs semaines de mobilisation, de nouveaux blocages ont été observés mardi à Sainte-Marie ainsi qu'aux abords de l'aéroport Martinique-Aimé-Césaire. Les syndicats réclament de meilleures conditions de travail et des effectifs renforcés, tandis qu'une tentative de médiation se poursuit. C'est l'aboutissement d'un long parcours parlementaire. Par 236 voix pour, les députés ont définitivement adopté la proposition de loi portée par Élie Califère, député socialiste de Guadeloupe. Dans ce texte, l'État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par la Guadeloupe et la Martinique. Cette reconnaissance symbolique est une première étape. Le combat devra se poursuivre pour les modalités d'indemnisation, a réagi le député socialiste Arthur Delaporte. On n'est pas tout à fait satisfait, mais on partait de loin, du fait que l'État ne voulait même pas reconnaître sa responsabilité partielle. C'est une avancée, a souligné de son côté Olivier Servat, député de la première circonscription de Guadeloupe. D'autres mesures n'ont pas de valeur contraignante. C'est le cas de la dépollution des terres et des eaux contaminées au chlordécone, érigée en priorité nationale de la recherche scientifique. La loi assigne par ailleurs pour objectif l'indemnisation de toutes les victimes, mais rien n'est précisé à ce sujet. On ne sait pas combien coûtera cette prise en charge, qui la financera, ni si elle concernera seulement les travailleurs des bananeraies ou l'ensemble des habitants exposés au chlordécone depuis plus de 30 ans. Un flou opérationnel auquel la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, promet d'apporter une réponse.
Une mission d'inspection interministérielle a été lancée pour se pencher sur cette question. Elle se rendra dans quelques semaines en Guadeloupe et en Martinique avec un rapport attendu dans les tout prochains mois, a-t-elle précisé. Au François, la municipalité a annoncé un renforcement immédiat des dispositifs de sécurité après la fusillade mortelle qui a coûté la vie à un jeune homme de 18 ans durant le week-end. Des actions de prévention et une présence accrue des forces de l'ordre sont prévues dans les secteurs sensibles de la commune. La préfecture de Martinique a rappelé que la lutte contre les armes à feu demeure une priorité absolue après plusieurs faits de violence enregistrés ces derniers jours. Les autorités indiquent que les saisies d'armes illégales se poursuivent dans le cadre des opérations coordonnées entre police, gendarmerie et douane. L'incontinence urinaire féminine est un trouble fréquent qui affecte la qualité de vie. Tousser ou sortir de chez soi, ces actions quotidiennes deviennent des sources de stress permanent pour les millions de femmes qui souffrent d'incontinence urinaire, un trouble ayant un impact biologique, psychologique et social profond. On estime qu'environ une femme sur 3 souffrira d'une forme d'incontinence au cours de sa vie. Certains facteurs, tels que les grossesses et les accouchements, la ménopause, le vieillissement, des interventions chirurgicales subies antérieurement ou certaines maladies neurologiques peuvent y contribuer. Pendant des années, ce problème a été abordé presque exclusivement sous l'angle physique. Cependant, le poids de l'incontinence est aussi émotionnel. Selon une étude menée auprès de 200 femmes concernées par ce trouble, plus de 60% d'entre elles présentaient des symptômes de dépression, probablement également liés, il est vrai, à d'autres facteurs, tels qu'un passé d'anxiété ou de dépression, des maladies chroniques ou des situations de vie stressantes. La honte sociale et un sentiment de perte de contrôle exigent d'elle une vigilance permanente qui génère un stress chronique. De nombreuses femmes organisent leur vie en fonction de ce symptôme. Ces répercussions sur l'image corporelle, la vie sexuelle et la santé mentale font qu'on ne peut traiter l'incontinence urinaire uniquement à l'aide de protections ou de solutions ponctuelles. Des exercices encadrés par des professionnels afin d'améliorer le contrôle urinaire peuvent être proposés. On peut aussi entraîner la vessie ou ajuster la consommation de liquide. Il est possible d'avoir recours à des dispositifs en silicone que l'on insère dans le vagin pour soutenir les organes pelviens ou à un traitement médicamenteux ou bien encore à une intervention chirurgicale lorsque ces mesures ne suffisent pas. Soulignons qu'une prise en charge précoce et personnalisée améliore les symptômes physiques, la qualité de vie et le bien-être émotionnel des femmes concernées par cette affection. L'éducation à la santé, dispensée par des infirmières ou des urologues, en constitue un élément essentiel. Les tournois féminins et masculins de Roland-Garros battent leur plein. Le vainqueur va gagner, tant chez les femmes que chez les hommes, 2 800 000 €. Notons qu'en tennis, un peu partout dans le monde, il y a de nombreux matchs truqués, certains joueurs acceptant de perdre pour de l'argent. Le forum Déclic Jeunes 2026 se tiendra jeudi au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. Organisé par le CLAJ Martinique, l'événement vise à accompagner les jeunes dans leurs démarches liées au logement, à l'emploi et à l'autonomie. Le secteur du logement des jeunes demeure une préoccupation majeure des acteurs sociaux martiniquais. Les organisateurs du forum Déclic Jeunes alertent sur les difficultés d'accès au logement rencontrées par de nombreux étudiants et jeunes actifs. La collectivité territoriale de Martinique poursuit ses travaux autour de son programme pluriannuel d'investissement. L'objectif est de définir les priorités d'équipement et d'aménagement du territoire pour les prochaines années.
Les professionnels de la pêche et de l'aquaculture sont invités à finaliser leur demande d'aides européennes destinées à compenser les surcoûts liés à leurs activités. La CTM souhaite soutenir la compétitivité d'un secteur confronté à de nombreuses difficultés économiques. Plus de 3 mois après le début de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, le détroit d'Ormuz reste fermé. Vous le savez, le détroit d'Ormuz est un passage maritime étroit situé entre l'Iran et la péninsule arabique. C'est l'un des plus importants de la planète. Environ 1/5 du pétrole mondial y circule chaque jour. Depuis fin février, l'Iran empêche les bateaux d'y passer librement. Résultat, les prix de l'énergie montent et toute l'économie en souffre. L'augmentation ne touche pas seulement l'essence, elle se diffuse à de nombreux produits car le transport et la fabrication coûtent plus cher. Même les fabricants de bière, par exemple, craignent de devoir augmenter leurs prix. Le Qatar a demandé à l'Iran de ne pas se servir du détroit comme d'une arme contre les pays du Golfe. L'Union européenne, elle, envisage d'envoyer des navires pour sécuriser la zone. Mais les experts préviennent que la situation ne reviendra pas à la normale avant un certain temps. Même si le détroit rouvrait demain, il faudrait des mois pour que le marché du pétrole se stabilise. Certains pensent que les effets pourraient durer jusqu'en 2027. Cet épisode rappelle à quel point l'économie mondiale dépend de quelques points de passage stratégiques. Les services de l'État rappellent les règles encadrant l'emploi du feu alors que les conditions de sécheresse augmentent les risques d'incendie sur l'ensemble du territoire martiniquais. Les forces armées aux Antilles poursuivent leur lutte contre les trafics de stupéfiants dans la zone Caraïbe. Une opération récente a permis la saisie de plus de 3 tonnes de cocaïne à bord d'un navire intercepté dans l'Atlantique avant son acheminement vers Fort-de-France. Partout dans le monde, les gouvernements cherchent à mieux protéger les enfants sur les réseaux sociaux. De plus en plus de pays s'inquiètent des effets des réseaux sociaux sur les plus jeunes. Les études dénoncent des risques pour le sommeil, la concentration, l'image de soi et la santé mentale des adolescents. Le harcèlement en ligne et l'accès facile à des contenus violents ou pornographiques inquiètent aussi les familles. Face à cela, plusieurs États ont décidé d'agir. L'Australie a été l'un des premiers pays à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. L'idée est d'obliger les plateformes à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. En Europe, des règles existent déjà pour encadrer les grandes plateformes et retirer les contenus illégaux. La France réfléchit elle aussi à renforcer le contrôle de l'âge. Mais ces mesures soulèvent des questions difficiles. Comment vérifier l'âge sans surveiller tout le monde et sans menacer la vie privée ? Les plateformes, souvent très puissantes, résistent à ces contraintes et les jeunes trouvent vite des moyens de contourner les interdictions. Le débat oppose en réalité 2 exigences. D'un côté, protéger les mineurs, de l'autre, préserver la liberté et le respect des données personnelles. Cette question occupe désormais une place centrale dans la réflexion sur le numérique. La direction de la mer rappelle la nécessité de sécuriser les embarcations abandonnées sur le littoral martiniquais. Plusieurs opérations de surveillance et d'identification sont menées afin de prévenir les risques pour l'environnement marin et la navigation. Et puis le préfet de Martinique et le procureur de la République ont fait état d'une hausse préoccupante des violences par arme à feu depuis le début de l'année. Les autorités annoncent un renforcement des contrôles et des enquêtes dans les secteurs les plus exposés. La France a réuni à Paris les ministres du numérique des grandes puissances du G7. Le G7 rassemble 7 grandes économies parmi lesquelles les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la France. Cette année, c'est la France qui préside ce groupe.
Fin mai, elle a organisé à Bercy, le siège du ministère de l'économie, une réunion consacrée au numérique. Au centre des discussions, on trouve l'intelligence artificielle. Cette technologie progresse très vite. Elle transforme déjà le travail, l'école et la vie de tous les jours. Les ministres cherchent à fixer des règles communes pour encadrer ces nouveaux outils. L'objectif est double. Il faut protéger les citoyens contre les dangers comme la désinformation ou les atteintes à la vie privée, mais il faut aussi encourager l'innovation pour ne pas prendre de retard. Pour l'Europe, un autre enjeu apparaît. Le continent dépend largement des entreprises américaines et asiatiques pour les logiciels les plus électroniques et les services en ligne. Cette dépendance est devenue une question de souveraineté. Le numérique n'est plus une simple affaire technique, c'est aujourd'hui un terrain de rivalité entre les grandes puissances, au même titre que l'économie ou la défense. Sans mêler, c'est la nouvelle série qui est tournée en Martinique. Après Tropique criminel et bandit, c'est aussi une série policière, même si la productrice France Zobda essaie de s'en défendre. Il est loin le temps où ce qui se filmait en Martinique, c'était essentiellement le bleu du ciel se reflétant dans la mer lascive, au bord du sable blanc. Le célèbre yoleur Félix Mérine, élu récemment maire de la ville du Robert, explique lui-même ne pas en revenir, mais exprime une joie immense à avoir été fait chevalier de la Légion d'honneur. C'est Gisèle Hériché qui lui a accroché sa médaille. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Êtes-vous content ou contente de la victoire du Paris Saint-Germain, qui devient, une fois de plus, champion d'Europe? Nous vous écoutons. Êtes-vous content de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient une fois de plus champion d'Europe? Bien sûr, vu que je suis un Parisien, donc je suis obligé d'être content. Donc super content et puis l'année prochaine rebelote et puis c'est parti. Oui, bien sûr. Ben c'est toujours ça pour le championnat de la Ligue 1. Donc ça montre que quand même en Ligue 1, même si c'est que Paris qui est toujours en tête, que la Ligue 1 est quand même sort des bons résultats en Europe. Non, parce que j'aurais préféré que ça soit une chance pour Arsenal, pour une fois. Pourquoi? Mais parce que Paris Saint-Germain a attendu 10 années pour avoir sa chance. Elle l'a eu l'an dernier. Et comme ça fait 20 ans qu'Arsenal attendait, ce serait bien si Arsenal pouvait avoir sa chance cette année. Non, pas du tout. Pas satisfait. Parce que pour moi, pour une année où on met la VAR, tout ça, il y a trop d'erreurs d'arbitrage qui s'est fait qu'en demi-finale, qu'en finale. Alors, moi, je suis pas d'accord, je suis pas satisfait. Êtes-vous content de la victoire du Paris Saint-Germain qui devient une fois de plus champion d'Europe? Mais bien évidemment. Pourquoi? Ah, bah ça c'est Paris, c'est mon équipe depuis petite. Donc voilà, moi je suis fier de mon équipe. Oui, La deuxième fois. oui, mais si. Pourquoi? Ils étaient plus vivants, ils étaient plus d'attaquants quelque part. Et puis une équipe comme Arsenal, soi-disant, qui joue la contre-attaque, ils ont marqué un but, ils sont restés sur le cantonnement. Tandis que Paris a fait l'effort, ils ont pris du temps à marquer, mais la technique a changé en deuxième mi-temps. On voit effectivement avec l'entraîneur espagnol, c'est un gars qui est offensif. Donc, ce qu'il a fait, il a écarté de partout, et puis il y a eu l'occasion de but, et puis voilà. Bon, les pénaltys, on a un gardien qui est bon, comme le gardien du PSG, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons sans plus attendre le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Enfin, nous révéler à nous-mêmes. Le texte de Jean-Marie Nolle, que nous vous avons lu hier,
commençait ainsi. À l'ère de l'intelligence artificielle et de l'hyperconnectivité, la domination coloniale d'un pays sur un autre pays ne passe plus nécessairement par l'occupation administrative territoriale visible comme auparavant. Fin de citation. Monsieur Noll parle donc de domination coloniale d'un pays par un autre pays. Plus loin, il écrit également « La guerre du type de l'ex-domination coloniale change de nature. La technologie devient l'arme décisive d'une forme contemporaine de recolonisation. La guerre algorithmique ouvre la voie à une forme inédite de pouvoir global qu'on pourrait légitimement décrire comme une recolonisation des peuples. » Fin de citation. On est donc là dans le monde colonisé, celui dans lequel les Antilles françaises ont été projetées par l'histoire. L'histoire telle qu'écrite par les gouvernements successifs de la France. Puis, plus loin, dans son texte, M. Noll écrit « Cette course effrénée à la technologie crée de nouvelles formes d'inégalités internationales où les nations les plus avancées acquièrent bien plus qu'une supériorité militaire. Elles définissent les règles et les normes qui gouvernent la coexistence des peuples. » Fin de citation. Là, il n'est plus question de colonisation, mais de coexistence des peuples. Plus loin, M. Noll écrit encore, « Dans cette configuration, la liberté des peuples et l'indépendance des États deviennent désormais un vœu pieux pour ceux des pays restés en marge de la révolution technologique. En foi de quoi, beaucoup de pays émergents dans le monde risquent de devenir les sujets d'une domination nouvelle, moins visible que les empires d'hier, mais tout aussi structurante dans ses effets. » Fin de citation. Là encore, il n'est pas question de colonisation, même pour des peuples qui ont perdu leur liberté et leur indépendance. M. Noll parle de domination nouvelle. On peut bien entendu expliquer cette terminologie différenciée par le fait que Jean-Marie Noll, guadeloupéen, est sensible à la colonisation. Dès lors, c'est tout naturellement qu'il y fait référence. Et c'est justement là tout le problème. Est-il venu à l'idée un jour, un soir, une nuit, à quelqu'un de dire que la France a été colonisée par l'Allemagne, alors même que les troupes allemandes défilaient fièrement sous les Champs-Élysées? Eh bien non. On a parlé de la France occupée. Oui, de la France occupée, pas de la France colonisée. Et plus tard, lorsque les Alliés ont gagné la guerre, ils n'ont pas colonisé l'Allemagne, ils l'ont occupée. M. Noll aurait-il, lui, parlé de domination coloniale? Nous n'en savons rien. Ce qui est clair, c'est que pour lui, comme pour beaucoup, historiens, économistes, juristes et autres, en cas de victoire, il y a des pays qu'on colonise et d'autres qu'on occupe. Il faut se demander pourquoi. Et la réponse est simple. C'est que dans le rapport de colonisateur à colonisé, il y a une dimension éthique. Le colonisateur est supérieur au colonisé dans son humanité même. Ils sont fondamentalement différents. Le colonisé est inférieur. Le colonisateur le domine à tous les niveaux. C'est comme la remise en place d'un ordre naturel des choses. Quand les deux adversaires se considèrent comme au même niveau d'humanité, le vainqueur prend possession du territoire du vaincu. Il l'occupe. Il le domine, mais il ne le colonise pas. Et tout cela nous concerne très directement, puisque de nombreux Martiniquais affirment mener un combat contre la colonisation, ce qui signifie que pour eux, nous avons été colonisés. Est-ce la vérité? Est-ce que c'est cela que l'histoire nous indique? Il est temps de nous pencher sérieusement nous-mêmes, sur nous-mêmes. Nous n'avons pas vocation à éternellement accepter d'évoluer ou même de n'exister qu'à travers le regard et la volonté des Français de l'Hexagone. Nous y reviendrons. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la rubrique Santé s'intéresse ce soir au vitiligo.
Le vitiligo se traduit par des plaques très blanches, siégeant le plus souvent sur le visage, les mains, les coudes, les genoux, les pieds et la région génitale, même si parfois des plaques peuvent aussi apparaître sur tout le corps. Ces plaques lisses et très bien délimitées sont très variables en taille et en nombre. C'est ainsi que certaines personnes n'affichent qu'une ou deux plaques plus ou moins grandes, tandis que chez d'autres, le vitiligo occupe de grandes et nombreuses surfaces corporelles. Les plaques sont bénignes et non contagieuses. Le vitiligo est dû à une absence locale de mélanocytes, des cellules qui pigmentent la peau. Les causes du vitiligo restent à ce jour inconnues et il s'agirait d'une maladie auto-immune, le système immunitaire considérant à tort les mélanocytes comme des cellules ennemies et s'efforce de les détruire. L'hérédité joue un rôle important dans 30% des cas. Le vitiligo aurait un caractère familial. Cette affection est considérée comme bénigne, mais peut être difficile à vivre au quotidien en raison du préjudice esthétique plus ou moins important. Certaines maladies prédisposent au vitiligo. C'est ainsi que l'on retrouve plus de personnes atteintes de vitiligo parmi les diabétiques, les sujets atteints d'un trouble de la thyroïde, d'une maladie d'Addison et d'une anémie pernicieuse. En ce qui concerne les facteurs de risque, un traumatisme physique, blessure, coupure ou une brûlure dont l'érythème solaire peuvent entraîner l'apparition d'une plaque de vitiligo au niveau de la lésion. Les chocs émotionnels, enfin, peuvent déclencher cette affection cutanée, un deuil, un divorce ou encore la perte d'un emploi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.